Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà, week-end du 19 et 20 avril 2025. Mais les bestes de sortie, nous sommes à Mons, une petite idée. Festival Troll et Légendes, évidemment. La 20e anniversaire plutôt, mais la 13e édition seulement. Avec quelques petites capsules de derrière la palette. Dont une un peu spéciale, car ce n'est pas uniquement un dessinateur, ce n'est pas uniquement un scénariste. Il est directeur, il fait de l'animation, directeur artistique notamment. Il fait de l'animation, une petite idée, on le retrouve sur 5 continents. Allez, là l'indice était trop fort. Ici quelques instants. Nouvelle petite capsule de derrière la palette. Alors l'œil ne vous dira rien. Et pourtant Dieu sait s'il a jeté des coups d'œil sur bien des séries, bien des collections en tant que directeur artistique, mais également dessinateur, des scénarios à droite à gauche, de la mythologie au fantasy. J'ai l'immense plaisir de recevoir Didier Poli. Bien le bonjour Didier. Comment vas-tu? Bonjour. Pas trop fatigué? Ça va, c'est le début donc ça va. On peut te poser quelques petites questions? Avec plaisir. Super. Alors, la première question elle est très simple et surtout qu'elle va m'arranger. Parce que quand j'ai préparé l'interview pour toi, je me suis dit mais je vais jamais m'en sortir, il y a trop. Didier Poli en 3 mots, comment vas-tu te résumer? Parce que moi j'ai pas trouvé. Alors j'ai plein de vies effectivement, artistique j'en ai plein. Moi j'ai commencé dans l'animation, chez Disney en particulier, plein d'autres trucs mais Disney. J'ai fait de la BD en parallèle, je fais du jeu de rôle, je fais du design de figurines, je fais du jeu vidéo maintenant à grosse échelle. Donc effectivement je suis un peu touche à tout. Touche à tout, ok, ça c'est un. Touche à tout. Voilà, le mot principal c'est directeur artistique. Directeur artistique. Voilà, directeur artistique. Alors effectivement, selon les médias, ça n'a pas tout à fait la même connotation. Dans la bande dessinée, c'est quelqu'un qui va développer l'univers graphiquement, qui va faire les personnages, qui va créer les décors pour faciliter le travail d'une équipe, souvent. Mais là, en l'occurrence sur les 5 terres, c'est un seul dessinateur, mais je lui fais gagner beaucoup de temps parce que je fais tout le travail en amont. Voilà. Donc en gros, meilleur résumé, c'est directeur artistique. Directeur artistique. Ouais. Ok, multifacette, pour le 3e mot, ça ira. Exactement, multifacette. D'accord. Alors bon, un parcours effectivement directement dirigé vers là, hein, un peu à Lyon, un peu à Paris. Fin des années 90, tu rentres dans les studios d'animation, comme tu dis, etc. Tu touches à tout. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce côté artistique, créatif? Alors très tôt, j'étais un peu dans ma bulle, j'avais une famille qui était très prenante et j'avais besoin de m'isoler et rapidement je me mettais à dessiner un peu tout et n'importe quoi. À l'époque quand il n'y avait pas la profusion d'images et de choses comme ça qu'on en a maintenant, et il y avait ces dessins animés qui me fascinaient. Et il y a 2-3 films en particulier, Dark Crystal, qui m'a vraiment donné. Je me suis dit, ok, ouais, quand je vais être grand, je vais faire ça. Je vais être créateur de monde comme Brian Froud, ou tous les gens, les Frazetta, etc., qui m'ont fait donner envie de faire ce métier-là. Et donc naturellement, je me suis tourné vers ça. Au départ, vraiment vers de l'animation. Moi, mon rêve, c'était de rentrer chez Disney. Et à 25 ans, j'étais chez Disney, donc du coup, ok, le reste, c'est du bonus. C'est le reste du bonus, donc du coup, j'ai profité des opportunités à droite à gauche. Alors, tes opportunités te mènent effectivement dans différentes maisons d'édition, notamment Angela et d'autres. C'est chaque fois des opportunités ou bien il y a des portes que tu as parfois un peu forcées parce que tu avais envie de travailler avec eux? Très honnêtement, j'ai eu une chance extraordinaire toute ma carrière. C'est que des rencontres. Des opportunités, je suis rentré dans la BD par accident, vraiment par accident. En fait, on était entre 2 prods chez Disney et pendant 6 mois, on nous payait pas rien faire, mais pas grand chose. Et donc, j'ai discuté avec un pote, on a dit tiens, si on faisait aller faire des illustrations pour du jeu de rôle. Et là, en fait, je suis tombé chez les Humano à l'époque, qui me dit tiens, c'est super ton portfolio, tu veux pas faire de la BD? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, sur un malentendu. Oui, sur un malentendu, voilà, Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut moi, je marcher. m'étais pas du tout mis ça en tête, et donc j'ai commencé la BD comme ça, vraiment par accident, sans vraiment d'expérience ou quoi que ce soit.
et une opportunité incroyable. Et tous les autres métiers, ça a été un peu ça. Le jeu vidéo, ça a été aussi une opportunité. J'ai su saisir ces moments-là, dire ok, je sais pas faire, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même pour essayer. Alors tu as travaillé sur des séries très différentes les unes des autres, sur des univers très différents. Moi je me souviens de Neige, J.J. Convar, on fait plutôt dans du post-apo, ouais. Et puis tu travailles également avec Luc Ferry en tant que directeur artistique sur la mythologie, on n'y est pas du tout. Non. Et alors tu débarques dans les 5 terres. Alors bon, tu vas me frapper mais c'est pas grave. Pour moi, c'est moi qui suis fan, c'est Game of Thrones. C'est une des références, c'est plutôt les Rois Maudits, je pense. Les Rois Maudits, oui. Je pense que la référence de David et de son équipe quand ils ont créé le projet, je pense que c'était principalement les Rois Maudits. Game of Thrones, c'est étant déjà une digestion des Rois Maudits, je pense que là, effectivement, c'est une bonne référence. Hein. Moi, je pense que être comparé à ce monument, c'est intéressant. Après, je pense qu'ils ont essayé d'apporter quelque chose de différent. C'est aussi pour ça qu'on était parti vers l'animalier, pour essayer de s'en détacher un petit peu et arriver à caractériser, vu la masse de personnages qu'il y a, c'est très compliqué. Dès qu'on est dans les humains, c'est compliqué de... quand tu as 40 personnages à faire, ils finissent tous par se ressembler un petit peu, quoi. Là, l'animalier permettait une plus grande diversité. Alors, c'est malgré tout, bon, on aurait été en littérature, on aurait dit une cathédrale littéraire, comme une Balzac. Ici, on est dans une cathédrale BDesque, on va dire, avec des univers très différents. On est déjà au 3e cycle, 3e univers. Lequel t'a le plus intéressé en tant que créateur ou directeur artistique à imaginer? Alors il y a deux problématiques. Il y a l'intérêt et puis la facilité. L'intérêt, moi je suis plus sur les félins. Très honnêtement, le premier cycle, vraiment les félins, c'est pas ma zone de confort, mais c'est quelque chose qui sort assez facilement. Et cet univers médiéval, un peu renaissance, c'est quelque chose qui est ancré dans mon ADN culturel. Les plus compliqués, ça a été les singes, parce qu'effectivement, moi je suis moins ouvert, enfin moins friand des univers asiatiques, tout ça. Du coup, ça m'a obligé à me plonger dedans, à essayer de trouver une esthétique particulière. Oui, parce qu'il y a la jungle aussi là-dedans. Oui, il y a la jungle. Il y a les c'est ça. Et l'idée, c'était pas de faire du japonais ou que du chinois, c'était de s'inspirer des cultures asiatiques de manière générale, donc d'aller piocher un petit peu en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, effectivement, au Japon, mais faire un univers qui, on voit les références, mais qui est quand même unique. Et qui est cohérent. Voilà, ça c'est mon boulot. On voit dès le départ. Ça c'est mon boulot, de faire en sorte que c'est cohérent et qu'il y a une logique entre l'architecture, les habits, et que selon le degré de nobilité, je ne sais pas si ça se dit ça, noblesse on va dire, ça sera mieux, voilà. Noblesse, en fait on sent la différence architecturale comme ça se sent assez facilement en médiéval européen entre guillemets. Là il fallait trouver une esthétique un peu particulière et derrière aussi faciliter le travail de Jérôme qui lui doit le décliner sur plein de planches. Moi je fais que quelques visions, voilà, et donc derrière il faut que lui il puisse s'imprégner aussi de ça. Oui, on a eu Jérôme l'an dernier en interview, passionnant aussi. Mais l'univers des ours, c'est quand même le plus brutal. Exactement. Il débarque dans les 2 premiers. C'est pas le plus facile. C'est pas le plus facile, non, parce qu'en fait, chez les félins, il y a une grande diversité d'espèces. Chez les ours, il n'y a rien qui ressemble plus à un ours qu'un ours. Entre le grizzly et l'ours brun, il faut déjà être pointu pour faire la différence. Après, il y a les ours noirs, l'ours à collier. Il y a très peu de variétés en fait. Et donc, du coup, on est obligé de tricher beaucoup plus. Et il se trouve qu'en plus, autant les cheveux marchaient assez bien sur les félins. Sur les ours, ça marche un petit peu moins bien. Ça fait tout de suite un peu casque ou un peu artificiel. Donc, on a dû trouver des astuces avec des taches, des cicatrices, des choses comme ça pour les rendre un petit peu identifiables. Mais ça a été assez compliqué à faire. C'est aussi pour ça que dans ce cycle-là, vous avez rajouté une autre espèce dans l'univers des ours qui sont les loups. Ça c'était dès le départ. C'était dès le départ, pour les gens qui ont eu la chance de choper l'intégrale qui avait été fait chez Édition I. Mélanie elle expliquait en fait le rôle pourquoi il n'y avait pas de loups, de chiens, parce qu'en fait ils avaient été un petit peu massacrés et utilisés comme esclaves des gros canidés entre guillemets, donc les ours, les félins et les petits canidés, les chiens, les loups, les renards, choses comme ça, étaient juste utilisés comme mercenaires ou comme esclaves.
Et donc dès le départ c'était acté, et donc il n'y avait pas eu besoin de les rajouter, c'était leur place ici, dans ce cycle-là. Mais ils apparaissent un petit peu à droite à gauche. Kirill, qui est un personnage emblématique depuis le début, c'est un chien, mais bon, il impose tellement physiquement que tu dis ok, il peut être au niveau. C'est un mercenaire. Voilà, c'est ça. Mais c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, il est apatride, alors on ne sait pas trop d'où il vient, qui il est, puis c'est pas grave. Et on fantasme. le découper aussi en morceaux. Exactement. Exactement. Où en est-on dans la série petit à petit? Au niveau du scénario, parce que j'imagine que le 3e cycle il est terminé pour vous déjà. Moi, de mon côté, je suis sur le dernier tome du 3e cycle. Le scénario, je crois qu'ils sont au tome 22 ou 23. Je ne veux pas te dire de bêtises. Hein. Voilà. En tout cas, ils sont sur le 4e cycle. Et le 4e cycle, c'est lequel? J'ai pas le droit de le dire. Allez, j'ai pas le droit de le dire. entre 4 yeux, on dira rien à personne. Bon, vous n'écoutez pas les autres. Je vous spoil quand même, c'est pas des singes. Ah, ouais, ok, ça c'est mais facile. non, mais en fait, j'ai pas le droit de le dire. C'est bien comme ça, je trouve que c'est bien qu'il y ait ces spéculations. Voilà. Oui, mais justement, il y en a beaucoup. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. On a reçu des questions, des gens qui nous ont contactés. Écoute, si jamais tu rencontres des auteurs de 5 terres, tu pourrais pas essayer de savoir. Là. On voudrait savoir où on va partir sur la carte. De toute façon, il en reste plus que 2, hein, donc Oui. c'est ou l'un ou l'autre. Hein, donc faudra bien à un moment aborder n'importe quel sujet. Moi, je l'ai appris il y a très peu de temps aussi. Hein. En fait, c'est pas très important. C'est pas très important. Ça sera toujours le même schéma, une histoire qui est en parallèle de ce grand monde. Voilà, et où tout le monde se recoupe. Là, sur les ours, effectivement, il y a un peu plus de mixité et d'interaction avec les félins, parce qu'effectivement, on les avait déjà vus. Voilà, le spin-off de Sylvain avait déjà un peu teasé sur ce côté-là. Donc, ça va venir. Il y aura d'autres spin-offs ou bien c'est juste? Il y a un autre spin-off qui est, je crois que j'ai le droit d'en parler, il y a un autre spin-off qui est en chantier, qui donc du coup correspond au cycle de Lys, donc des singes, qui est toujours dessiné par Sylvain. Moi j'ai fait des designs déjà, le scénario est bouclé, il est excellent comme d'habitude, ils sont vraiment forts. Voilà, en tout cas il y aura d'autres spin-offs, mais bon. C'est au gré de l'inspiration aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit artificiel. Il faut absolument un spin-off, s'il n'y a pas d'opportunité de le faire, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais parce que le souci global de l'équipe, c'est de faire un travail de qualité et pas de répondre à la demande. Il y a un calendrier assez serré. Oui, tout. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Hein, quand David m'a présenté le projet, c'était vraiment le côté feuilletonnant, comme il y a sur Netflix, machin, tu as ton épisode tous les X mois, t'attends pas la saison 3 ans pour avoir la suite. C'était la condition sine qua non pour que ça marche. Dès le départ, il y a une communication sur ces 30 tomes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dessinateurs qui peuvent assumer ça. Moi j'en connais un, c'est Jérôme. Voilà, et même lui il n'est pas surhumain, donc il y a besoin de lui faire gagner du temps, d'où l'idée de cette équipe. Au départ on l'avait même associé à un encreur, il allait plus vite que l'encreur, il a passé plus de temps à retoucher, donc du coup c'était pas un gain de temps. Et donc on avait proposé au départ ces spin-offs pour lui donner un peu d'air, mais finalement il ne prend même pas. Alors, ta fonction en tant que directeur artistique, quand on la prend pour les 5 terres et quand on la prend pour les autres séries, donc la mythologie, la sagesse des mythes, etc. Il y a une différence dans à la manière d'aborder le travail et la fonction? Alors, sur les 5 terres, pour commencer par les 5 terres, ma fonction c'est de faire gagner du temps à Jérôme. Donc moi je fais tout ce qui est design. Donc je prends le scénario, on choisit des personnages importants, emblématiques, qui sont nouveaux, qu'on n'a pas déjà vu, des lieux importants, et je les design pour que derrière, au moment où il arrive dans le scénario, il dit ok, Vinken, ah oui, il ressemble à ça, ok, il y a la barge de Tibéri, ok, elle ressemble à quoi, elle ressemble à ça, ok. Du coup, il n'a pas tout ce travail de recherche qui est souvent un peu improvisé sur la page pour un auteur parce qu'il n'a pas le temps, il n'est pas rémunéré pour ça. Là, il est fait en amont. Ça ressemble un petit peu à une prod de dessin animé où il y a effectivement une bible graphique qui est faite et puis derrière un seul dessinateur qui va gagner du temps. Sur les sagesses des mythes, c'est un peu différent. L'idée, c'était dès le départ d'avoir plein de dessinateurs différents. Sauf qu'en fait, il y a des personnes. Clotilde souvent. Clotilde, c'est une autrice. Au niveau du scénario. Scénario, c'est la seule. Oui. Voilà. Mais sur les dessinateurs, on voulait dès le départ
utiliser plusieurs dessinateurs pour justement pouvoir en produire beaucoup dans des quantités importantes. Malgré tout, il y a des personnages qui sont récurrents, Zeus, Héraclès, Héra, il faut que tout le monde se lève. Et je donne souvent cet exemple il y a plein de dessinateurs qui dessinent Spider-Man, pour quand c'est toujours Spider-Man. Parce qu'il y a des codes graphiques qui font que c'est Spider-Man. Donc il fallait poser en fait ces codes-là pour que je fasse appel à n'importe qui, que ce soit Gian Enrico ou Luca ou souvent des auteurs italiens, parce qu'ils ont cette appétence-là, ils travaillent aussi déjà dans ce modèle-là. On leur amène en fait des personnages, je dis ok, en fait Héraclès c'est lui, tu te l'appropries, mais il a les codes, voilà, il faut qu'il y ait cette ceinture-là, il faut qu'il y ait cette coupe de cheveux-là, parce que c'est Héraclès. Si tu te fais différemment, les gens ils diront pas c'est Héraclès, c'est encore un autre, tu vois. Donc tout ça c'est quelque chose qui doit être préparé en amont. Pareil, les lieux emblématiques, c'est ok, l'Olympe, ça ressemble à quoi l'Olympe? La maison, on dit la maison de l'intérieur d'Athéna, ok, c'est comment? Voilà. Donc tout ça en fait c'est un travail que je fais en amont et qui doit être commun à tous les albums. Quand Athéna apparaît dans sa maison, que ça soit un tel ou une telle qui dessine, ça doit être toujours la même chose. Donc mon rôle c'est de surveiller que chacun utilise les bonnes refs, les bons codes graphiques pour faire comprendre, là lui c'est Zeus, lui c'est Persée, elle c'est des... Chapeaute un peu les dessinateurs. Exactement. Et après je fais en plus le casting. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup des jurys d'école, des choses comme ça, ou des salons à Lucca, souvent en Italie effectivement, pour aller caster des auteurs qui ont un style qui pourrait matcher ensemble, pour que le commun des lecteurs dise pas tiens c'est vraiment très différent. Et là j'ai essayé de trouver des auteurs ça pourrait être les mêmes, quoi. Ça pourrait être les mêmes, même s'ils ont chacun leur personnalité, c'est globalement une esthétique qui est commune. C'est aussi pour ça qu'on a fait appel à Fred Vigneault aussi pour les couvertures, pour créer cette unicité. Ils ont dit ok c'est une collection complète. Il y a toujours les mêmes réglages et on sait qu'on achète un album de la Sagesse des Mythes, c'est toujours les mêmes réglages. Il y a le petit étude philosophique derrière de Ferry qui éclaire le mythe. Et cette digestion, parce que c'est une interprétation, qu'on essaie le plus fidèle possible aux textes originaux. Moi aussi je suis garant de cette crédibilité-là, qui est ok en fait un accouchement. Chez les Grecs, c'était comment? Je vais aller chercher les infos pour que en fait, le dessinateur n'ait pas à se poser la question de comment ça se passait, quoi. C'est ce genre de petits détails où je fais gagner du temps à chaque fois. C'est un métier de long, hein, clairement. Souvent, on me pose la question est-ce que ça vaut le coup de le mettre en crédit et tout? Ouais, parce qu'en fait, c'est pas grave. Je ne veux pas être sur la couverture non plus parce que c'est pas mon travail directement qui est dans la bande dessinée. Mais il est quand même essentiel parce qu'en fait, il pose quand même toute l'esthétique et tout le fond, quoi. Alors, on essaye de ne pas dépasser le quart d'heure. On vient de juste le dépasser. C'est ma faute, je suis très bavard. Non, mais c'est ça le but du jeu. Donc, dernière petite question, des projets actuels en cours? J'imagine que tu vas me dire oui. J'en ai. On va essayer d'obtenir encore, mais il ne va pas me dire. Non. J'ai la suite des 5 terres. Oui, voilà. okay, Il y a une nouvelle faction à faire. Voilà. Mais pour l'instant, je suis sur le 18. On lance les mythes vikings, enfin nordiques et égyptiens sur la Sagesse des Mythes. Oui, parce que vous avez fait également Roméo et Juliette. Oui, on a fait les mythes de l'amour, c'était un peu les mythes arthuriens, mais là on revient sur des fondamentaux donc nordiques. Ça va faire trop les légendes. Nordiques et égyptiens. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, effectivement, la conscience collective et Hollywood ont beaucoup pervertisé ces trucs-là. On revient aux sources à partir des textes originaux, enfin des textes, des peu qu'il y a. On travaille avec un historien, c'est plus Luc Ferry parce que c'est moins sa spécialité. On travaille avec un historien qui est vraiment très très pointu et qui va nous chercher les bonnes rêves, qui va nous sortir les bons mythes, qui nous fait la traduction en norrois, depuis le norrois, pour qu'on ait vraiment une base très solide. C'est la fonction de cette série, c'est donc prend les textes originaux et on essaie de le retranscrire au maximum. Donc moi j'ai essayé d'imaginer à quoi ça ressemble la maison de Thor par exemple. On l'a jamais représenté. Et donc c'est intéressant ce travail-là en amont. Derrière, réinventer les mythes et leur sortir tels qu'ils sont, a priori officiels, quoi. Alors, dernière petite question, je crois que c'est ta première venue à Troll et Légendes. Non, je suis venu plusieurs fois. L'année dernière, j'étais là. Mais j'étais venu la première fois il y a très longtemps. Longtemps, c'était pas du tout ce cadre-là et c'était pas du tout cette échelle-là non plus. Mais bon, c'est un univers que j'adore parce que
baigne dedans, voilà, la fantaisie. Puis moi je continue à faire des designs pour les figurines, pour le jeu de rôle, voilà, donc pour l'animation, honnêtement, je suis dans mon univers. Là. Je suis chez moi, puis je connais vraiment plein de gens, donc c'est vraiment un vrai plaisir. Bah non, je suis rien. Bah, c'est pas un vrai métier. Ça se saurait si c'était un métier, quoi. Non, c'est. Bon ben voilà, moi non plus je ne bosse pas, parce que ça m'amuse de les rencontrer, de poser des questions, ensuite de passer des heures à faire le montage, et surtout à découvrir ces bandes dessinées. Et donc quoi qu'il en soit, moi dans toutes les séries, je vais faire d'actif, mais bon, c'est vrai que je ne suis absolument pas objectif. Les 5 terres, par-ci, je connais des gens qui attendent patiemment le dernier du 3e cycle pour acheter tout le cycle, parce qu'ils n'aiment pas trop attendre. Donc, voilà. Il y a encore un peu de temps parce que Jérôme il est très efficace, mais il faut un peu de temps quand même pour dessiner. Voilà, donc les 5 terres, quoi qu'il en soit, si vous êtes un peu plus littéraire et autres, laissez les limites. Vous avez de tout, Héraclès, Aphrodite, ils sont passés. Et quoi qu'il en soit, mais moi je vous souhaite des excellentes suites de festival. Si vous êtes ici, sinon vous allez rater un grand moment. Et encore pour demain. Quoi qu'il en soit, bye bye, à bientôt, au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bon.